quoi tu voulais? J'ai-tu un micro de même? Kwe, senão tipo um gado não de ter carregado. On m'a dit je donne le pré-colloque avec Annette Ritter, un conférencier à la Croisée des Chemins. C'est un collaborateur où ce qu'on envoie des gens ou des chinos et d'autres à la Croisée des Chemins. Radano Mario Larouche, c'est le directeur général du centre centre La Croisée des Chemins. Nous avons les conférences Cargan. La première conférence, c'est mieux comprendre le processus d'une dépendance. Minache à 2 heures, une recette d'équilibre. Moi, une pause, à 3h15, je sais pas, 3h30. Minache, un témoignage d'une maman endeuillée par le suicide. Anne Claudette Labé, à 3h15. La maison de la famille à 2h de l'après-midi. Lundi. Bon pré-colloque. Mario Larouche. Ouais. Cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Cette voix fêlée de fumée, tout angoissée, presque étranglée. Cette voix pleine de blessures, de peine d'amour et d'aventure. Cette voix remplie d'amertume, de complète et d'infortune. Cette voix que j'ai, cette voix, je vous la donne. C'est tout ce que j'ai. Cette voix qui crie au mois de mai qu'on ne sait plus comment aimer. Cette voix de bête blessée qui n'en finit plus de pleurer. Cette voix rouge comme une forge qui de ses flammes brûle ma gorge. Cette voix d'animal sauvage qui voudrait fuir loin de sa cage. Cette voix que j'ai, cette voix, je vous la donne. C'est tout ce que j'ai.
usé par l'inquiétude et par le dos long, solitude. Cette voix marquée par la colère et les blasphèmes et la crise de misère. Cette voix qui se meurt de soif à bout de justice et de joie. Cette voix comme une espérance entre le nord et mes souffrances. C'est une voix que j'ai. C'est une voix, je vous la donne. C'est tout ce que j'ai. Mike Poulain, mesdames et messieurs. Merci. Je vous Merci, présente Mike. Mario, directeur de la Croisée des Chemins, intervenant thérapeute. Merci. Salut tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, j'aime me présenter. Mario Larouche, toxicomane, alcoolique. Depuis 30 ans, j'ai fait un choix dans ma vie, c'est d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait. J'avais l'impression que j'étais comme les autres, mais c'est pas ce qu'on me disait. J'entendais des choses comme « Tu bois donc bien vite. T'es tout le temps ici. » J'aurais dû peut-être m'arrêter à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Malheureusement, c'est après une déchéance que j'ai compris que peut-être que j'ai des critères particuliers. Ouais. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vous faire comprendre quand une personne commence à consommer, elle est au moment où elle crée une dépendance. Souvent, les autres le savent avant nous autres qu'on est alcoolique ou toxicomane. Hein? Et par la suite, bien, comment faire pour être capable de se prendre en main? L'objectif de cet atelier-là, c'est de voir ce qui nous conduit à la dépendance, mais surtout aussi être en mesure de se situer à travers la dépendance. C'est la prochaine, Mike. On a des critères, comme je vous disais, c'est pas n'importe qui peut devenir alcoolique toxicomane. Hein? Non, on a des critères particuliers, il y en a 5. Ça n'en prend rien qu'un pour rentrer dans le cadre. Je les avais trouvés 5, Barnache. Ouais. Le premier, il appelle ça l'impulsivité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, quelqu'un qui agit sur un coup de tête. Là. J'avais cette tendance-là, moi. Tu avais qu'à me dire, t'es pas game, mais j'étais parti. Moi, c'était tout ou pantoute. Et déjà jeune, on peut voir ça chez un enfant qui est impulsif. T'sais. On prend un verre d'eau, on le cale, un verre de lait, on le cale, un Red Bull, on le cale, on cale tout, l'esprit. On se dépêche de manger. Et à l'époque, il n'y avait pas de 4 roues, mais je me souviens très bien qu'avec mon bescapadage, j'étais tout le temps rien que sur une roue, moi. Ouais. Et on défie toutes les lois, même les lois de la gravité là-dessus. Hein? Et en plus de ça, j'étais quelqu'un aussi, et c'est le deuxième critère, j'étais curieux de nature, moi. T'avais qu'à me dire, t'es-tu game d'essayer ça? Moi, je te mélangeais tout ça, puis j'essayais ça. Moi, j'étais comme le testeur, tu sais. Et je me suis aperçu que tabarnache, déjà, je suis impulsif, déjà, je suis quelqu'un curieux de nature. J'avais aussi le troisième critère. T'es influençable, moi, ouais. Mais check bien l'influence dans laquelle je veux t'intégrer, c'est que j'étais tout petit, j'avais 11 ans. Je viens d'un petit village, moi, Mistassini, au Lac-Saint-Jean. Et il y avait une salle de billard, là, avec une terrasse, puis les motards se tenaient là avec le blonde, puis ça consommait. Moi, j'ai 11 ans, et je les regarde faire, puis ils ont l'air d'avoir du fun. Fait que moi, je pense que avoir du plaisir, c'est ça. Ça fait que j'ai tout le temps pensé, moi, qu'une moto, les pitounes, la consommation, c'était ça la vraie vie pour être heureux. Fait que moi, à 17 ans, j'achète une moto puis tout, puis j'avais déjà les autres critères. Ça fait que, juste pour vous dire à quel point ça peut être fort, l'influence, c'est que j'ai toujours associé, moi, la moto à du plaisir puis à la vraie vie. Et j'ai tout le temps eu une moto depuis l'âge de 17 ans, et pourtant, j'ai 60 ans aujourd'hui, j'ai encore une moto sport, hein? Mais aujourd'hui, j'ai vraiment du plaisir avec ça. T'sais? Mais c'était juste pour vous dire comment on associe des choses et comment ça peut nous suivre aussi dans notre vie, ça, ces images-là.
ben c'était la forme d'influence, moi, qui m'affectait tout le temps. Tu avais juste à me dire, tu viens-tu là-haut qu'on va avoir du fun? T'es parti, moi. Ouais. On avait tout sauf du fun. On se faisait courir. Ça fait que... Et l'autre critère aussi, ça a l'air bien innocent, là, mais si on n'avait pas ces critères-là, on ne pourrait pas consommer. Il faut aimer soit le goût ou soit l'effet. Aimer les deux. Et le dernier critère, c'est la disponibilité du produit. Il y en a partout à cette heure. Fait que je réalise déjà rapidement que moi, j'avais un profil toxicomane. J'avais déjà les prérequis pour ça. Et dans ces catégories-là, justement, de toxicomanie, ben, il y a 3 formes de consommation. Il y a 3 formes de drogue qu'on appelle dépresseurs, stimulants ou perturbateurs. Mais j'aime tout le temps commencer par dire, on ne sait même pas ce qu'on consomme. Et je commence tout le temps même par l'alcool. L'alcool, tout le monde est supposé savoir ce que c'est. Et moi, je travaille avec des adultes, et je vous rappelle, depuis 30 ans. Je leur dis, savez-vous que l'alcool, c'est fait à partir d'un 40 % d'éthanol? Ça, c'est du gaz, tabarnache. Ouais. Et à partir de là, tout ce qui est commercialisé au Canada ne peut pas avoir plus que 40 % d'éthanol. Et là, j'ai dit, attends une minute, là, parce que quand on m'a enseigné ça à l'université, j'ai dit, mon oncle Armand, lui, disait qu'il prenait du 94 pur. Elle dit, s'il avait pris du 94 pur, il serait mort après 3 gorgées. Donc, c'était du 94 % du 40 % d'éthanol. Et c'est là que j'ai compris que, parce que j'ai travaillé aussi en milieu carcéral, tu sais, ils faisaient ce qu'on appelait de la baboche, là, de l'alcool frelaté. C'est très dangereux parce qu'on ne peut pas savoir quel pourcentage d'éthanol ça va fermenter, ça, cette affaire-là. Tu sais? Donc, c'est quand même, c'est important de savoir que ça prend des réglementations au niveau de la fabrication, mais 40 % d'éthanol, c'est quand même pas mal en esprit. Et quand je leur dis ça, je leur dis, c'est ça qui est toxique. Et le problème avec l'alcool, puis il y en a plusieurs, puis il y a des différences aussi avec la drogue. La première différence, d'abord, c'est qu'avec l'alcool, il y a là-dedans des éléments nutritifs. Ouais. Comme le houblon, le malt, c'est même bon pour la peau. Fait qu'à quelque part, le corps en veut, mais il ne veut pas avoir ce produit-là que je l'appelais tout à l'heure l'éthanol, qui aussitôt que l'alcool traverse la gorge, c'est déjà plus de l'alcool. Ça devient d'une forme d'acide qu'on appelle acétaldéhyde. Mais gardons ça simple, de l'acide, un acide très toxique. Quand ça arrive dans le 2e niveau de transformation ici, c'est encore une forme d'acide, mais plus puissante, qu'on compare à du GHB, tu sais, qui est la drogue du viol, là. Ben oui, des fois, c'est pour ça qu'on va avoir des blackouts là-dessus, qu'on ne se rappellera pas des bouts. C'est justement cet acide-là qui est encore une fois renforcé parce qu'il est mélangé avec nos liquides intérieurs, comme le liquide amniotique, céphalorachidien et tout ça. Et tout ce qui va ici va au foie. Le foie, c'est notre laboratoire chez l'être humain. Et c'est là que je vous ramène un petit peu plus tard, un petit peu dans vos premières expériences. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez pris un verre alcoolisé de votre vie? Je m'en rappelle, moi, parce que les gars avaient volé ça. Ils avaient emprunté ça au dépanneur. Ils avaient caché ça dans le bois. Je suis tout petit. Puis là, ils disent, tu viens-tu la rouche? On va aller jouer au gaucho dans le bois, à ce prix. Alors, c'est quoi un gaucho? On en avait un dans la maison. J'arrive là, puis là, c'était de la Laurentide. Je ne sais même pas si ça existe encore, tu sais. Et même pas fini ma bière, tabarnouche. J'ai un feeling. Une bière et demie, je suis bien chaud. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que comme c'est la première fois que je rentre ça dans mon petit corps de 11 ans, lui, le foie, là, il n'y a pas les enzymes pour diluer ça, parce que c'est inconnu pour lui. Ça fait que je suis intoxiqué, et l'intoxication, c'est que ça l'engourdit les cellules. C'est pour ça qu'une personne intoxiquée à l'alcool va marcher croche. Ça l'engourdit les cellules. Et le problème, c'est que même s'il y a de l'acide, il y a là-dedans des éléments nutritifs, et c'est pour ça que le corps l'accepte. Parce que le corps a 3 utilités chez l'être humain. La première utilité, c'est que le corps, il se développe. Depuis qu'on est tout petit, on se développe. Ça, c'est la première fonction du corps humain. La deuxième, c'est que le corps se guérit. Ouais. C'est pour ça qu'on développe des anticorps. Donc, tu te coupes, ça cicatrise. Donc, le corps, il se guérit. Je donne des conférences dans les écoles pour secondaire 3. Il y a une petite fille, elle me dit, écoute, Mario, elle dit, il se guérit pas tant que ça, là. Mettons que je me coupe un bras, il n'en poussera pas un autre. Il dit, ben non, mais il va se cicatriser, puis tu vas être capable de survivre à ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, le corps, lui, autant que possible, il se guérit. Et la 3e fonction du corps humain, c'est que tout ce qui n'a pas d'affaire là, lui, il rejette. Par en haut, par en bas, il rejette.
Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de le rejeter, l'alcool, parce qu'il est accepté à cause des éléments nutritifs. Et c'est pour ça qu'on est capable d'en boire une quantité. Et comme on n'avait pas fini la caisse de 24, on est à retourner le lendemain soir, nous autres là. 2 bières et demie tabarnouche avant d'avoir un feeling. Déjà, ici en bas, le foie a commencé à sécréter un diluant, des enzymes. Donc, plus une personne consomme, plus on sécrète des enzymes, des diluants, plus on développe une tolérance. Et quand on développe une tolérance à l'alcool, c'est là qu'on est fait fort en tabarnache. Tu sais. Plus tu bois, plus il en sécrète. Imaginons-nous maintenant, 25 ans plus tard. Hey, on s'entend dessus que lui, il connaît déjà tes habitudes, il sait quand tu vas consommer, qu'est-ce que tu vas consommer, à quelle heure tu vas le faire, puis à quelle heure tu vas te coucher. Fait qu'à matin, il prend pas de chance. Il sécrète un petit peu d'enzymes, même si tu t'es levé avec la meilleure intention. Fini, tabarnache, je bois plus, fini. Il te crée pas, lui, en bas. Ça fait 10 ans que tu lui dis ça. Fait qu'à matin, il va quand même sécréter des enzymes. Le jeudi, il en sécrète un petit peu plus. Ça paye. Je viens de t'expliquer que l'alcool, c'est une dépendance très physique. Donc, même si tu as les bonnes intentions du monde, lui, là, il va sécréter des enzymes. En faisant ça, c'est comme s'il envoyait un signal nerveux. Et là, il t'envoyait un message, va consommer, on est prêts, nous autres, en bas. C'est là que le combat commence. Avec les drogues, il n'y a aucune drogue qui est nutritive. Fait que le corps en veut pas. Problème, il n'est pas capable de le rejeter parce que ça va quand tu l'injectes direct dans le sang. Quand tu le fumes, direct dans les poumons, donc ça passe pas par tous les systèmes digestifs, tout ça. Donc, c'est pour ça que l'alcool engourdit les cellules, avec le temps, finit par les détruire, alors que la drogue, à coup sûr, détruit les cellules. C'est pas grave, on est fait fort. Hey, on a des milliards et des milliards de cellules. Le problème, c'est qu'ils sont toutes régénérables, sauf ici. Ils ne le sont pas toutes. Donc, c'est ce qui va provoquer des dommages. Et je prends juste un exemple, tu sais, avec ce qu'on appelle le speed, la méthamphétamine, là, tu sais. Il y a 181 sortes de speed, tabarnouche. Ça change à peu près tous les 6 mois. Mais il y a 2 substances primaires qu'on retrouve dans toutes ces drogues-là. La première, c'est de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est pour décaper les planchers et les cerveaux. Ça décape en tabarnache. Hein? Et le deuxième, c'est des parcelles de GHB. Et en parcelle, le GHB va créer une stimulation corporelle, donc comme une excitation. Ça l'emmène les jeunes à faire des choses là-dessus, sexuellement, qu'ils ne feraient pas s'ils n'étaient pas avec ça, cette substance-là. Donc, la drogue détruit les cellules. Et, tu sais, ils appellent ça drogue douce, tu sais, la marijuana. Les drogues les plus difficiles à arrêter, en ordre, là, c'est le pot, la cigarette et l'alcool. C'est bizarre, hein? C'est 3 drogues qui ont légalisé. Les drogues qui provoquent le plus de psychose, en ordre, le pot et l'alcool. C'est bizarre, ils sont légaux. Fait que la question n'est pas celle-là, c'est plus à savoir comment se fait que je consomme ça. Tu sais? C'est sûr qu'au départ, ça peut être la curiosité, mais c'est parce que ça crée une grave dépendance, et une dépendance qui est très physique. C'est pour ça que souvent, ça va prendre un retrait du milieu pour faciliter le changement, justement. Et c'est là que je vous emmène à l'échelle qui nous emmène à la dépendance. D'abord, au Québec, 60% des jeunes vont commencer à consommer vers l'âge de 13 ans. 60% des jeunes. C'est-à-dire que déjà, en secondaire 1, les jeunes l'expérimentent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps intoxiqués. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Exemple, la disponibilité, la supervision parentale, l'influence des amis. Donc, mais 60% d'entre eux vont l'expérimenter. Ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne l'expérimenteront pas à cet âge-là. Donc, prenons ces 40%-là, mettons-les ici à l'abri. Peut-être qu'ils vont consommer plus tard dans leur vie, mais ça ne sera jamais pour eux un problème. Parce qu'ils vont avoir été capables de mettre des priorités, puis être capables aussi de se responsabiliser, puis avoir une maturité pour trier tout ça. Le 60% qui ont commencé à l'expérimenter à l'adolescence, c'est une expérience qui dure à peu près de 4 à 6 ans.
Par la suite, souvent, à la fin du secondaire, on passe à autre chose pour toutes sortes de raisons. Parce que ça se peut qu'on ait un travail à temps partiel, ça se peut qu'on ait une responsabilité avec une mobilette, ça se peut qu'on ait une petite blonde, un petit chum. Donc, on va passer à autre chose. Mais il y a 30 de ces 60 %-là, il y a 30 d'entre eux qui vont continuer l'expérience. Eux autres, c'est comme si je te dirais, ils ont hâte d'avoir 18 ans pour aller dans un club, mais ils sont encore un petit peu immatures. Ils travaillent, mais leur argent va dans la consommation. Donc, c'est un petit peu comme si il faut que jeunesse se fasse. Ça nous emmène facilement vers l'âge de 24, 26 ans. Donc, qui répètent l'expérience, c'est 30 d'entre eux. Ça veut dire qu'on avait 40 qui étaient à l'abri. Sur le 60 qui vont répéter l'expérience, il y en a juste 30 Fait qu'on vient en mettre un autre 30 ici, ça fait 70 parce que quand on répète l'expérience en chemin, et vous allez voir qu'on va en perdre, là. Ouais. C'est-à-dire que la troisième marche, c'est que souvent, dans la consommation, on va pogner des mauvaises habitudes. Hein? Et c'est des bouts qui sont généralement pas reprochés dans notre consommation. Pourquoi? C'est un inhibiteur, c'est-à-dire qu'on est plus jovial, on a du plaisir, on est sur le party, et on profite des occasions qui se présentent pour consommer, donc on est plutôt sociable là-dedans. Et moi, déjà, jeune, marié avec un enfant, j'étais dans ces mauvaises habitudes-là de prendre une petite bière avant le souper. Ma femme, tu sais, elle me dérangeait pas avec ça. Elle préparait le souper en conséquence du 20 minutes que ça prend pour prendre ma bière. Mais tu sais, un arbre qui crochit, c'est dur à redresser en tabarnouche, là. C'est juste qu'à un moment donné, elle me dit, coudonc, c'est-tu ta deuxième, esprit? Hein? Ben là, moi, je voulais pas la mettre sur le nerf avec mes habitudes de consommation, mais je veux pas y compter de menterie, mais je veux pas l'inquiéter. Je dis non. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des mauvaises habitudes. Or, j'en prenais rien qu'une à la maison, mais en m'en venant travailler, je n'arrêtais à en acheter une au dépanneur. J'ai la calais, j'ai la sacrée en dessous de la galerie, je buvais l'autre à la maison, puis ça nous amène à des comportements comme ça, tu sais, dévier un peu. Donc, l'arbre commence à crochir, mauvaise habitude. Quand on est dans les mauvaises habitudes et que notre système développe de plus en plus une tolérance aux produits, fait qu'on consomme jamais de moins en moins. Et c'est là qu'est arrivé les manies. Manies comme dans manière. C'est des faux plis, ça. Ouais. C'est que j'ai commencé à changer mes cercles d'amis. J'allais plus vers les gens qui consommaient. Tu sais, le beau-frère qui m'offrait du café, là, ça me tentait pas. Mais l'autre, quand il me recevait avec sa petite bière ou une petite shot, j'aimais ça. Fait que mes amis changeaient, mes activités aussi. Tu sais, Skidoo aimait ça, dans ce temps-là, c'était pas watché, tout ça, c'est trail, puis tout. Fait que, et c'est là que je me suis aperçu que je choisissais des activités à lesquelles il y avait toujours de la consommation. Donc, les faux plis étaient installés, puis tu sais, un exemple que je donne de ça, moi, ma femme, elle me reprochait d'être tout le temps dans le garage. Elle dit, coudonc, toi, tu passes tes soirées dans le garage. Je frottais son char. Je disais, ton char, il est propre. Mais elle n'avait pas réalisé que j'avais acheté un frigidaire, moi, dans le garage. Il y avait rien de la bière, tu sais. Fait que son char était propre, moi, je passais la soirée là. Fait que tu vois-tu que l'arbre commençait à crocher en tabarnouche? Et quand on est dans les manies, ça devient comme une espèce de rituel. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'y penser, ça fait partie de notre vie. Moi, là, comme, mettons, tu es ici puis tu travailles là. Entre chez nous puis le travail, il y a 2 bars. Lundi, pas de problème. Mardi, pas de problème. Mercredi, pas de problème. Le jeudi, on dirait que j'avais un aimant dans la tête. J'étais attiré aux 2 places, esprit. Et quand tu commences à te surprendre, tabarnouche, je suis encore ici. Esprit, j'ai encore une bière dans les mains. Et c'est là que le rituel s'installe. C'est que tu n'as même plus besoin d'y penser. Je dis aux gens, pour se rappeler de cette étape-là, c'est très simple. Tu commences à avoir un budget pour ta consommation. Tu sais, tu essaies de ne pas déranger l'inscription des flots au hockey, là, mais tu as un budget pour ta consommation. Tu essaies de rester fonctionnel, mais le faux pli, tu vois-tu, qui est installé en tabarnouche, et là, ça devient comme un rituel. Et le rituel devient une accoutumance. T'accoutumé de même, moi. Je me vois pas une Saint-Jean-Baptiste sans alcool. Je pouvais pas me voir, moi, au camping à fret. Donc, on associe tout le temps notre consommation à nos activités, puis on est accoutumé de même. Et c'est sûr que là, on commence à être dérangeant pour nos proches. Puis là, ils commencent à nous mettre de la pression. Bien là, j'ai hâte que tu arrêtes de boire, j'ai hâte que tu te prennes en main, j'ai hâte que tu slackes. Puis tu sais, on fait des promesses, tout ça. Mais en fait, c'est qu'on est vraiment physiquement dépendant de ça. C'est plus fort que nous autres.
Donc, ça va prendre plus qu'une prière puis 2 lampions, là, tu sais. Donc, oui, ça prend de la volonté, mais ça prend aussi autre chose. Ça prend une compréhension de ce combat-là qu'on a à faire, parce qu'il est très physique. C'est pour ça que je dis aux gens, oui, ça prend de la bonne volonté, là, mais c'est pas ça qui va te sauver. C'est la mise en application. Parce que l'accoutumance devient, elle, une dépendance. Et la dépendance, je dis tout le temps aux gens, si tu veux savoir ce que c'est, là, c'est quand c'est ça qui mène ta vie. Moi, ça me réveillait à la nuit, là. Tu sais? Donc, quand c'est rendu ça qui gère ta vie, là, c'est que ça va pas bien. Et entre le 30 qui ont répété l'expérience aller à la dépendance, il en reste 14 Donc, en chemin, pour toutes sortes de raisons, il y en a qui vont passer à autre chose. Exemple, ils se marient, une famille, des enfants, une maison. Donc, les responsabilités vont faire qu'ils vont se prendre en charge. Donc, on est rendu à 86 de la société pour qui ça ne sera jamais un problème, la consommation. Moi, je travaille avec le 14 qui sont piégés par la dépendance. Et ce 14 %-là des gens, bien, c'est sûr que ça crée des dommages, mais on va aller voir à quel niveau, justement, ça peut créer des dommages. D'abord, il y a 4 niveaux de la dépendance. Le premier niveau, on appelle ça une pré-alcoolique, pré-toxicomane, une prédisposition. Tout ce que ça prend pour être là-dedans, c'est les 5 préalables que je vous parlais tout à l'heure. L'impulsivité, l'influence, la curiosité. Donc, déjà, juste un de ceux-là, on est déjà prédisposé à la consommation. Imagine-toi, si tu recherches le goût ou l'effet, bien, tu vas être servi là-dedans. Habituellement, je vous le disais tout à l'heure, c'est un niveau qui est agréable, ça. C'est-à-dire qu'on est sociable, on n'est pas dérangeant, puis on ne consomme pas abusivement. C'est juste qu'on commence à intégrer ces habitudes-là dans notre vie. Le deuxième niveau qu'on appelle, c'est un mot médical qui veut dire prodromique, qui précède la maladie. En fait, pour vous distinguer des 2 premiers niveaux, je vous dirais qu'au premier niveau, on profite des occasions pour consommer, et déjà au deuxième, on provoque les occasions pour consommer. Donc, prodromique, on provoque déjà les occasions pour consommer. Et quand on arrive au 3e niveau, on appelle ça le niveau crucial. Le niveau crucial, juste pour vous faire une image, supposons que les 2 premiers niveaux sont comme ça, le 3e, il est long de même. Fait qu'on peut être une 30aine d'années facile dans l'abus de consommation parce qu'on est fait fort, parce qu'on développe de plus en plus une tolérance. Et ce que je viens de vous dire là, avec l'alcool, c'est un bon 30 ans. Avec la drogue, divisons par 2. Au moins 15 ans de consommation abusive. Et c'est pour ça qu'on va aller voir justement quand est-ce que ça devient une problématique, ces aspects-là. Oui, le niveau chronique, on va y revenir tout à l'heure. Donc, chronique, là, quand on dit chronique, pour vous faire une image de ça, c'est ce qu'on appelait autrefois les robineux. Tu sais. Aujourd'hui, il y a moins de gens comme ça laissés à eux-mêmes parce qu'ils sont pris en charge plus facilement qu'avant. Quand je vous parlais du 3e niveau qui se divise en 2, on a ce qu'on appelle la consommation est cruciale et elle nous amène un impact négatif au niveau social. Que ce soit des chicanes familiales à cause de la consommation, qui nous amènent des problèmes financiers, des problèmes de justice, des problèmes à l'emploi. Donc, on commence à avoir un impact négatif de notre consommation. Habituellement, c'est là que ça sonne dans notre petite tête, ding, ding, ding. Il faudrait peut-être que je me prenne en main. T'sais? Mais ce n'est pas parce qu'on a un de ces éléments-là qu'on est au niveau crucial. Mais quand on a un ensemble de ces éléments-là, là, ça commence peut-être à être questionnable. Habituellement, c'est là que quelqu'un va réfléchir à se prendre en charge. Nous, dans le milieu dans lequel on travaille entre le crucial A et le crucial B. Donc, les gens qui arrivent chez nous ont déjà un impact au premier niveau, mais ils commencent aussi à avoir un impact au second niveau qu'on appelle crucial B, conséquences physiques. La première chose qu'on s'aperçoit au niveau de l'abus de la consommation, au niveau physique, c'est l'humeur. L'humeur est changeante. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 3 catégories de drogue et l'alcool, c'est un dépresseur. C'est pas après 4 bières qu'on est dépressif. Non, non. Même que comme c'est un inhibiteur, si on a du fun, on va avoir plus de fun. Mais si c'était tabarnage, ben tu vas l'être plus aussi. Hein? Donc, ça mêle tout et ça perturbe tout. Donc, l'humeur est changeante parce que quand tu consommes,
Tes drogues naturelles, puis on en fabrique 103, donc vont ralentir. Exemple, la dopamine, qui sert à régulariser l'humeur, l'état émotif d'une personne. Donc, quand tu consommes de ça, eux autres, ils ralentissent. Et c'est quand tu es sur le manque. T'as-tu vu quelqu'un qui t'en manque d'alcool, de cigarette, de pote, comment il devient irritable? Donc, il est en carence vitaminique, lui. Donc, c'est pour ça qu'il va être porté à consommer. Puis c'est là que je lui explique que la soif, là, c'est un mécanisme involontaire. Oui, c'est pareil comme le cœur qui bat, là, pas besoin d'y penser, il bat tout seul, hein, tu respires tout seul, l'esprit. Bien, quand tu passes devant un abreuvoir, tu commences à t'interroger, j'ai-tu soif, moi là, as-tu vraiment soif? Non, tu bois. Quand tu bois, ça fait « Ah ». Quand les gens prennent une gorgée, ils font « Ah, tu viens de combler tes besoins. On a 14 besoins essentiels. » On va aller le voir dans la prochaine période. Mais tu vois que déjà, lui, il pense qu'il vient de combler son besoin. Mais c'est pas ça qu'il vient de faire. Parce que l'alcool donne la soif. C'est comment ça, Mario, l'alcool donne la soif? Ben oui, ça déshydrate, ça. Comment ça que ça déshydrate l'alcool? Ben parce qu'ils veulent l'en vendre. Sinon, ils auraient vendu quelque chose qui t'hydrate l'esprit. C'est pour ça que tu vas être capable de te prendre 12 bières en ligne. Ben, essaye de faire ça avec 12 bouteilles d'eau en ligne, ouais. Ça fait longtemps que le besoin est comblé, puis ton corps n'en veut plus, là. Alors que quand tu te déshydrates, le premier truc que je donne aux gens, on ne sait pas boire, nous autres, hein, au Québec. Ouais. Tu sais, exemple, le vin, là. On boit plus de vin que les Français. Ça fait un bout en tabarnouche, ça fait plus de 15 ans. Mais tu ne verras jamais un Français prendre une coupe de vin tout seul. Ils vont tout le temps l'accompagner avec une coupe d'eau. Une petite gorgée d'eau, 2 gorgées de vin, une gorgée de vin. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre au corps de s'hydrater, donc moins porté à abuser de la consommation. Un petit truc pourtant très facile. Tu sais, on nous disait dans le temps qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Je te dirais, prends un verre d'eau, 30 minutes avant de te coucher, a le même impact qu'une pomme. On a besoin d'eau, on est composé d'eau et on a besoin d'être hydraté. Et toutes les consommations alcoolisées déshydratent. Donc, c'est important de comprendre ça. Et l'humeur qui change par rapport que les drogues naturelles ralentissent, on devient déprimé. Hey, ça fait pas terrible, ça, comme ambiance dans la maison, hein? On est déprimé, dépressif. Puis, tu sais, on dit tout le temps, « Ouais, mais pourquoi tu bois? Pour avoir du fun. » As-tu encore du fun avec ça? Parce que 90 % des gens qui se suicident ont un problème sérieux de consommation. 91 % des gens en psychiatrie ont un problème de consommation. Fait qu'on ne doit pas juste avoir du fun là-dessus. Bien, c'est là que j'interviens. Puis je vous dis, moi, puis je dis tout le temps aux gens, quand tu as du plaisir là-dessus, là, c'est pas dérangeant. Mais quand toi, tu n'auras plus de plaisir là-dessus, dis-toi bien que ça fait au moins 2-3 ans qu'alentour de toi, ils n'ont plus de fun. En tout cas, dans mon cas, c'était de ça aussi. T'sais? Donc, et plus ça va, bien, la pire chose qui peut y arriver au niveau physique, c'est la cirrhose du foie. Hein? La cirrhose du foie, ça commence, puis il est fait fort, le corps. Hein? Parce qu'avant d'avoir une cirrhose du foie, le foie va se tacher, va venir noir. Il va y avoir des taches noires. Et le foie ne sera plus capable de très bien opérer, il va t'envoyer un signal. C'est là que le blanc des yeux devient jaune. Ce qu'on appelait, nous autres, les vieux, on appelait ça la jaunisse dans l'ancien temps. En fait, c'est une forme d'hépatite. Quand tu as les yeux jaunes, reliés à l'alcool, parce que tu peux avoir une hépatite non alcoolique, mais quand tu as une hépatite reliée à l'alcool, tes yeux jaunes, tu arrêtes de consommer, 20 jours plus tard, les yeux bien blancs. Le foie se répare. C'est juste que si tu continues de consommer, les taches noires vont se perforer, ça va être comme un fromage gruyère, et c'est là que la capacité à consommer commence à diluer. Le foie est plus capable de fournir tout simplement, et ta capacité, ta tolérance commence tout simplement à diminuer. Ça va pour ça? Quand on explique ça aux gens, souvent dans le milieu dans lequel je travaille, les gens ont tendance à le nier. Ben, je ne bois pas tant que ça. Puis c'est sûr que c'est dur de porter un regard sur soi puis se voir. C'est normal que la personne soit dans le déni. Fait que surprenons-nous pas quand on lui dit « Coudon, toi, t'as-tu un problème? » Il me semble que si. Il va tout le temps te le justifier parce que pour lui, il ne voit pas que c'est un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est son boss. Le problème, il est ailleurs. Parce qu'on n'est pas capable de porter un regard sur soi. Donc, c'est normal qu'il va le nier. Mais à un moment donné, il ne pourra pas tout le temps le nier, là, parce qu'ils ne peuvent pas tout avoir tort là, alentour de toi. Là. C'est là qu'il va avoir tendance à le minimiser. Oui, mais, puis c'est à cause de... Puis il y a tout le temps, tu sais, quelque chose qui va minimiser, qui va trouver une raison de minimiser. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, quand tu te sers de ça,
comme récompense. Oui, mais je travaille assez fort, je peux toujours bien me récompenser. C'est pas une bonne idée. Ou quand tu veux être ton propre médecin. Oui, mais ça m'aide à dormir. Quand tu t'en sers comme remède, là, ça va pas bien. J'ai tout le temps dit, moi, quand tu es rendu ton propre docteur, là, c'est que tu es malade en tabarnache. T'sais? Et on a tendance à le minimiser ou encore à le justifier. Tout le temps trouver une bonne raison pour consommer. Moi, je dis tout le temps aux gens, on peut trouver toutes sortes de bonnes raisons pour consommer, mais aucune n'est valable. Et je leur dis, la journée que tu me trouveras une raison valable de consommer, là, tu me le diras, je vais te donner ma bénédiction, esprit. Parce qu'il n'y a pas de raison valable de consommer. C'est la dépendance qui nous conduit à consommer, tout simplement. Et c'est sûr que l'autre carte qu'on va tenter de jouer, parce que je l'ai déjà faite moi aussi, à jouer à la victime. Oui, mais je ne suis pas chanceux dans la vie, puis pauvre petit moi, puis tu sais. Donc, c'est normal qu'on passe à travers ce processus-là. Et je suis certain qu'alentour de nous autres, bien, on peut voir que les gens le constatent, ça. Tu sais. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi de comment se prendre en charge par rapport à ça. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire des prises de conscience. Ça a l'air d'un mot très thérapeutique, prise de conscience, là, mais parlons de constat. Tu constates-tu que ta consommation, elle ne t'aide pas dans rien? Elle n'améliore pas tes finances, elle n'améliore pas tes relations, elle n'améliore rien. La consommation n'emmène pas un plus. C'est le premier constat qu'il faut faire. Une fois qu'on a déjà fait ça, tabarnache, ici, le cerveau commence à travailler et à penser autrement. Donc, quand on s'aperçoit que, tu sais, je consomme, ça m'amène des problèmes, puis je suis rendu que j'ai des problèmes parce que je consomme, bien, on tourne en rond. Le constat va nous arrêter de faire tourner en rond, et c'est là qu'on va aller avoir au moins le réflexe d'aller chercher de l'aide, d'aller poser des questions, d'aller voir si je peux avoir du soutien là-dedans. Donc, et il y en a de l'aide maintenant, bien plus qu'avant. Donc, quand une personne ose aller chercher de l'aide, j'ai jamais vu en relation d'aide, moi, quelqu'un avoir besoin d'aide, ne pas en recevoir. C'est sûr qu'il ne reçoit pas tout le temps celle-là qui a besoin, là, mais il va recevoir de l'aide qui va l'initier vers quelque chose qui va vraiment lui convenir. Il faut qu'il prenne des décisions. Nous autres, on remet tout le temps plus tard. Hein, bien, il faut prendre la décision. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je tourne encore en rond un bout ou bien non, je tente quelque chose, tabarnouche. Donc, prendre une décision. Mais prendre une décision, là, c'est là qu'on fait relever la volonté par-dessus nos habitudes. Ouais, je vais faire quelque chose. Donc, déjà, la volonté qu'on avait étouffée dans la consommation, elle vient comme de réapparaître. Une fois que la décision est prise, bien, fais-les. Arrête de le dire, puis fais-les. Et moi, je dis tout le temps, vous savez, hein, dans tous les centres de traitement, ce n'est pas des prisons, là. Ça prend quelqu'un pour vous ouvrir la porte pour rentrer, mais jamais pour sortir. C'est volontaire, ça. Il faut que tu le fasses d'une façon volontaire. Si tu le fais d'une façon obligée, là, ça ne donnera rien en bout de ligne. Et si tu as besoin d'une désintoxication, donc, qu'est-ce que c'est qu'une désintoxication? C'est un retrait du milieu dans une unité spécialisée pour faciliter l'élimination de la substance. C'est juste d'enlever ce produit-là. Ça prend de 3 à 5 jours. Mais pendant ce temps-là, ça se peut que le sevrage sont des réactions. Ça se peut que j'aie des mal de tête. Ça se peut que j'aie des tremblements, des sueurs, tout ça. Donc, tu vas être accompagné médicalement là-dedans. Et ça va être sécurisant. Par la suite, une fois que le sevrage physique est fait, là, c'est le sevrage psychologique, ce qu'on appelle les obsessions. T'sais? Dans Beauce, ils disent « j'ai mal à la soif ». Donc, ça se peut que tu arrêtes de consommer, mais tes habitudes sont tellement ancrées ici que lui a tendance à te retourner dans ces vieux patterns-là. C'est pour ça, exemple, que je dis, moi, tout à l'heure, je vous disais de boire de l'eau. Ce qu'il ne faut surtout pas faire pour un alcoolique, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau dans les mains. Parce qu'il arrive chez eux et elle change de couleur. Là, donc, quand tu as soif, tu bois, mais tu ne traînes pas une bouteille avec toi pour essayer de défaire les habitudes qu'on a tout simplement. Juste des petits réflexes de même et on vient de mettre les chances sur notre bord pour se détacher de la substance. Je déteste le mot « deuil » lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne. Quand on parle d'une substance, ce n'est pas un deuil qu'on a à faire parce que tu vas en revoir partout d'un bord. C'est un détachement. Donc, le détachement, là, il est très solide. Ça fait des années qu'on est attaché à la substance. Maintenant, il faut s'en détacher. Ça se peut-tu que ça soit un peu difficile parce qu'il y a eu un rapprochement pendant tellement d'années? C'est pour ça qu'il faut changer nos habitudes, changer nos activités. Donc, créer des stratégies
pour réussir justement à passer à autre chose. Puis c'est assez simple, hein? Moi, je dis tout le temps aux gens, là, si tu veux arrêter de consommer, d'abord, fais les démarches que tu as à faire pour arrêter de consommer, mets les chances sur ton bord. Ça se peut que tu aies du ménage à faire dans ton cellulaire, enlève des numéros qui n'ont plus d'affaires là. Change ton cercle d'amis. Vaut mieux être seul que nombreux et mal entourés. Donc, ça me fait de la peine, moi, quand j'ai arrêté de consommer, de voir que les gens que je pensais amis n'étaient plus là. Ben oui, j'étais plus drôle. Je payais pas à la traite. Ben parfait, ils m'ont fait un cadeau. Ça m'a blessé sur le coup, mais en bout de ligne, c'était parfait, j'ai pas eu de ménage à faire. Et ceux qui sont restés alentour de moi m'ont même surpris. Je pensais pas que c'était des gens solides, et alors le temps m'a montré que c'était des vrais amis. Et de toute façon, j'étais plus vrai, moi, dans la consommation. Fait que ceux qui m'aimaient, ils m'aimaient parce que j'étais drôle, parce que je payais à la traite, parce que j'étais généreux, mais ils m'aimaient pas pour la vraie personne que je suis. Aujourd'hui, je suis avec les vraies personnes qui m'aiment comme je suis. Ben, j'ai trouvé des stratégies pour réussir à devenir abstinent. Il n'y a pas grand monde qui aurait gagé sur moi, je te le jure. Ouais. Lâcher l'école à 14 ans, tout ça. Puis, tu sais, dans mon temps, nous autres, c'était soit l'école de réforme ou ils nous sacraient dans l'armée. Fait que moi, à 17 ans, ils m'ont sacré dans l'armée. C'était aussi une école de réforme. Mais ça m'a sauvé la vie. Ça leur a donné un sens à ma vie. Je ne dis pas aux gens qu'il faut faire ça dans la vie, là, mais il faut que tu trouves une façon de redonner un sens à ta vie. C'est pas la vie qui va vite, c'est nous autres, esprit. T'sais? Et c'est à toi à poser un temps d'arrêt pour la réinventer, cette vie-là, pour être capable de redonner. Et c'est ça qu'on enseigne aux gens dans les stratégies, pour être capable de créer de nouveaux centres d'intérêt. Et je regarde juste ici des amis qui sont avec moi, là, comment ils ont changé des choses dans leur vie, créé un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Oui, parce que le temps que tu consacres à ta consommation, si tu ne consommes plus, par quoi tu le consacres? Parce qu'il va y avoir un vide, là. C'est sûr que ça va t'amener à consommer si tu ne le combles pas. Donc, c'est d'être capable de créer un nouveau centre d'intérêt, justement, pour être capable de redevenir à des saines habitudes. Aujourd'hui, à 60 ans, je ne me verrais pas avec de la consommation dans ma vie. Mais je peux vous dire qu'à 28 ans, je ne pensais jamais que je pourrais un jour me passer de ça. T'sais? Et ce n'est pas si long que ça. Chaque jour suffit sa joie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement développé, les réseaux d'aide qu'on peut avoir, là. Ce qui est plutôt illogique, c'est de rester dans cette condition-là. Souvent, l'excuse que j'entends, c'est « Oui, mais Mario, ça me fait peur. » Savez-vous qu'est-ce que je leur réponds? J'aurais bien plus peur de rester dans ton état actuel que de risquer de l'améliorer, esprit. Parce que c'est tout ce qui peut arriver, c'est que tu améliores à ton rythme à toi, en te respectant, des petits changements graduels. Plus tu vas avoir un encadrement, ce qu'on appelle post-thérapie, après ta démarche de thérapie, plus tu vas avoir cet encadrement-là, plus les choses vont être faciles. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en place aussi pour faciliter justement ces saines habitudes-là. En terminant, c'est sûr que je pourrais vous parler de ça pendant des heures de temps. Hein? Ça fait 30 ans que je fais ça. Mais le message que je veux surtout envoyer aux gens qui ont des problèmes avec la consommation, c'est juste de prendre un temps d'arrêt à un moment donné, d'évaluer où est-ce que tu es rendu dans le processus. Est-ce que c'est rendu ça qui mène ta vie? Est-ce que tu as de la difficulté à te détacher de ça? T'sais? Et regarde où est-ce qu'est le problème, puis va chercher de l'aide par rapport à ça. T'sais? Mais garde-les pas en dedans de toi. Le pire ennemi pour ceux qui ont des problèmes de consommation, c'est l'isolement. Je suis content que tu sois ici. Reste pas isolé. Merci. Bonne fin de journée. S'il y en a qui ont des questions, on va prendre une petite pause de 15 minutes. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, à tantôt.
oublié de vous mentionner que ceux qui veulent avoir des documentations sur la conférence, on vous en offre, sont disponibles tous les contenus de la conférence.
Equande mishke mahanemen shuchun Ute naime-toi chanteti me le pelian C'est outne mahan mishke nunde chechiweyan Shwe epi kwen kamet chakau stuk yunu Nutel tenji shishuna kwet wesh maki kwet de wete teyan Spaji wit mat na wish beshalmet ne meshkenu De pachen mo it lu de kta have de wete tet Wawitem de alle moed hoe het nieuw. Loastish kashe katekun ishona kwet Müsste shashish ti wit mat now Dei tel de man nishametel man Es beshale meteka ukawiyan Keninen de ne muestado Shas de kun tati me look mak Get the kun tati shochiak Tati me le peliakande stet nu nat Jishka shaka tsel de nanu na tonte wene chitap makyak Tati Sonne to mesknam nu Nishwele mun kanu te plian ne me sken Ne me lwen den kachi wit mat wet Dei tel de man nisham tel man Es besho chim gutne shwele mun Nu tam kesh
det kan jeg almet Møte dråtop mot at det type kassiat Møte dråtop møte det